à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler des catalyseurs, vous avez été très nombreux à me partager dans les commentaires, j'ai pris un réel plaisir à les lire. Nicolas, Alex, François, Dial, Swissfield, Samuel, on va en parler bien évidemment. On prendra également un tout petit peu de temps pour se souvenir à la veille du jugement dernier de ce qui s'était passé très exactement il y a 4 ans, ou un tout petit peu plus d'il y a 4 ans, mais à 10 semaines de l'halving, on le reprendra ensemble. Et je te répondrai, Benoît, et d'autres commentaires aussi que j'ai dans ce sens-là depuis quelques jours maintenant, par rapport à ces fameux 32 000 $ target d'MS. Ça me fait penser un petit peu à la target des 33 000 $ quand on n'était pas loin des 15 000 $, et que on ne l'imaginait pas avant d'aller racler beaucoup plus bas, et puis finalement on l'a atteint avec difficulté, puis on l'a dépassé, puis on s'y est installé, et aujourd'hui on est même à l'objectif d'Hermès, et on y est plutôt bien. Donc je ne l'exclus pas, personnellement je vous expliquerai comment je le joue et j'essaierai de vous donner quelques éléments de réponse par rapport à cette fractale, tout simplement. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Elle a été téléchargée plus de 16 000 fois, donc merci à vous, elle est complètement gratuite. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés plus traditionnels, plutôt dédiés aux investisseurs ici. C'est une stratégie de risk management et m'offre d'excellents résultats sur le court, moyen, long terme. Également, un nouveau partenaire, BitGet. N'hésitez pas à créer votre compte. Il y a des giveaways chaque semaine. Le prochain sera vendredi, 250 $ à gagner. Je ne vous en dis pas plus, je vous expliquerai quelle sera la méthode pour pouvoir essayer de les remporter. Les liens dans la description. On va parler de Bitcoin très rapidement. Je suis en daily, et on va rester en daily, mais en 4 heures, vous voyez à peu près la même chose. J'aime bien le daily, puisque c'est une time frame représentative de beaucoup de traders et d'investisseurs. Donc on va rester sur du daily. Actuellement, nous sommes sur un petit triangle de contraction. On joue plutôt la hausse, on joue plutôt la baisse. Bon, je suis des flux, et actuellement, sur les petites time frames, on est plutôt dans des flux baissiers ici, mais sur des grosses time frames, on est plutôt sur des flux haussiers, voire très haussiers, avec un momentum extrêmement fort. Mais bon, il faut se positionner dans notre time frame de prédilection, donc on peut éventuellement aller chercher un petit déséquilibre de marché aux alentours des 40 000 $, 39 000 $ à peu près, avec une toute petite confluence sur ce déséquilibre de marché. Je rappelle que si vous êtes patterniste et que vous jouez des structures ou des patterns, vous prenez exactement l'objectif de ces patterns. Donc actuellement, l'objectif, il est à 787 trillions de dollars sur la capitalisation de Bitcoin, ça correspond à peu près aux 39 000 $, sinon plutôt les 45-46 000 $ si on venait à résoudre par le nord, ici au niveau de notre Bitcoin, et puis on sera sur un petit déséquilibre de marché, une confluence avec une trendline baissière ici, qu'on est parti chevaucher, et puis malheureusement on s'est fait repousser, puis réintégrer, puis aller chercher les stops complètement logiques qui se trouvaient en dessous de ce range précédent. Actuellement, en plein milieu du range, est-ce qu'on le joue ? C'est le pire endroit pour jouer des ranges. Les poches de liquidité se trouvent généralement au nord et au sud, et généralement le premier qui bouge perd, et on joue beaucoup les fake out ici, puisque généralement ces patterns, on a vraiment l'impression qu'on va chercher des objectifs beaucoup plus hauts. On reste sur des time frames et on reste sur des objectifs crédibles, évidemment, qui est généralement la hauteur de l'intégralité de ce triangle, que ce soit au nord ou que ce soit au sud. Vous pouvez le jouer, personnellement je ne les joue pas, je ne suis pas un patterniste, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, et je suis plutôt dans l'idée de jouer les extrémités. Je vous explique. C'est assez simple en fait à jouer au niveau de ces ranges. On est bien d'accord qu'on a un range haut, un range bas ici, et les confluences sont au nord ou au sud. Bon, derrière, partez du principe que s'il y a beaucoup de patternistes, donc 50-50, on va dire ça comme ça, 50-50 joue le nord, 50-50 joue le sud. Partez du principe que les range traders vont se positionner à la vente ici, et puis les acheteurs de range vont plutôt s'acheter à l'achat, vont se positionner à l'achat ici. Et il y aura une double confluence entre ceux qui ont joué le short pour racheter des shorts et ceux qui ont joué des longues pour payer les longues. Tout simplement. Donc ça fait une double pression vendeuse ou une double pression acheteuse, tout simplement. Donc je préfère jouer les extrémités, plutôt dans une typologie de ranging, parce que quand on va arriver ici, oulala, ça va baisser, on va casser, et oh là là, quand on sera ici, oulala, ça va péter, ça va augmenter. Donc on accumule des longues plutôt sur des deux ranges, et on accumule des shorts sur des bas de range. C'est exactement le contraire exact qu'il faut faire pour jouer des ranges, tout simplement. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je le jouerai. Si on prend un tout petit peu de recul, on ne reprendra pas sur des petites fractales, sur le RSI, on l'a fait hier, mais on va plutôt reprendre par rapport à ces fameux 32 000 $. Parce que Benoît, et tu as raison de le dire, tu n'es pas le seul à le dire, il faut que tu lâches tes 32 000 $ Hermès, tu vas être déçu, ça va partir au nord, et on ne pourra plus y revenir. Bon,
C'est pas complètement impossible. Maintenant, j'ai toujours cette même rythmique et cette même mécanique psychologique. Dans tous les cas, c'est considéré pour moi une opportunité. Pourquoi une opportunité? Puisque si ça monte et qu'on explose tout au nord, formidable, bull run, on part chercher les 50 000, puis les 60 000, puis 70 000 $, bah, je suis exposé sur ce marché. En revanche, j'ai du cash. Donc si on venait chercher les 30 000, 32 000 $, 28 000 $, voire 27 000 $, ce sont des objectifs théoriques que j'ai par rapport à des extensions de Fibonacci, à ce moment-là, ce sera également une opportunité pour moi. J'aurais perdu de l'argent, certes, par rapport à la valorisation, mais j'ai du cash pour pouvoir renforcer mes positions. Donc dans tous les cas, il faut que, quelle que soit la direction du cours, au sein de range, bien évidemment, ce soit considéré pour nous comme des opportunités. Et en parlant d'opportunités, si je fais ce relais avec notamment les héliotistes, j'aime bien les utiliser comme billets de confirmation. Bon, je suis un peu perplexe. En réalité, je vous explique pourquoi. Ici, on a une 1, ici, on a une 2, ici, on a une 3, mais cette 3, et tu as raison, et vous avez raison, elle pourrait péter bien plus haut, aux alentours des 90 000, 70 000 $, peut-être 60 000 $, j'en ai pas la moindre idée. Si vous prenez des extensions de Fibonacci, on prend par rapport au bottom, juste là, on va chercher notre 1, et on prend des extensions sur les 1, 0,618, 1, 1,618, donc aux alentours des 53 000 $, 2,618 jusqu'à 70 000 $. Et on sera toujours dans une 3, puis on ira chercher une 4, puis une 5, généralement les 5 par extension, c'est généralement la confirmation et la consécration d'un troisième flux qui sont généralement les plus violents. Et au sein de ces grands flux, il y a des petits flux. Et ici, on pouvait prétendre que ce soit un troisième flux. Mais certains diront, non, c'est pas un troisième flux, c'est bien le deuxième flux. Et de ce deuxième flux, on a toujours deux jambes baissières. À chaque flux, on a deux jambes baissières. Dès lors, si on part de ce principe-là, où est-ce qu'on pourrait aller chercher cette jambe baissière? Si on est bien dans une d'une grande 3, eh ben on fait la 1 et on va chercher la 2. Puis la 3. Par extension. À ce moment-là, vous avez deux flux baissiers. Les deux flux baissiers sont caractérisés par une ABC. A, B et C. Alors après, qu'à l'intérieur, ça fasse A, B dans ce petit triangle, puis on va chercher la poche de liquidité des équilibres de marché, et qu'on fait une extension 1, 1, 618, pour aller chercher quoi, les 32 000 $, ça reste une confluence. C'est comme ça que je les utilise personnellement. Donc je suis assez confiant pour essayer d'attraper cette opportunité. Les invalidations se trouvent où? Par rapport aux héliotistes, je vous laisse réfléchir une seconde. Eh bien non, c'est pas les 24 000 ou les 25 000 $. Les invalidations héliotistes, c'est ici, au niveau des 15 000 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, on déplacerait tout simplement la 2, ici, on déplacerait la grande 2 pour dire, ah bah non, finalement, c'était pas la 2 ici, bah la 2, elle est là-bas. Et ici, bah non, c'était pas une 1, 2, 3, en fait, c'était une ABC. Vous comprenez un petit peu l'idée? Donc en fait, on réembrique ce qu'on a précédemment fait ou analysé. Ça, si vous suivez des influenceurs héliotistes, et ben en fait, on ne fait que déplacer les petites briques, tout simplement. Donc les invalidations par rapport à cette grande 2, qui reste haussier jusqu'à des invalidations théoriques aux alentours des 3600 $, ça remettrait en cause la tendance de Bitcoin dans ses fondamentaux même, 3600 $. Donc vous voyez que vous avez largement la place. Donc il y a la place à la fois pour les boules, et les méga boules, les maximal X boules, et aussi pour les permabères. Je ne m'inscris ni l'un ni dans l'autre. Je suis foncièrement boule sur des très grandes time frames, mais les opportunités se créent devant moi et j'attendrai toujours que le cours vienne à moi. Puisque se positionner ici, au milieu du range, sur un haut de canal, au niveau d'un range plus grand, et ça on l'a vu précédemment, par rapport à cette trendline baissière, on pourrait très bien aller chercher au niveau de ce milieu de range ici et des tests de cassure d'un précédent flux et une confluence, une constellation de moyennes mobiles ascendantes. Bon, franchement, c'est le play parfait. C'est le play parfait pour aller chercher des tests de cassure pour pouvoir se positionner. Il y aura de la force acheteuse ici et le risque récompense sera déséquilibré en faveur des boules à ce moment-là. Là, actuellement, il n'est pas forcément... Enfin, il n'est pas en faveur des boules. Il le sera si on repart dans un bull run, si on vient à casser ses ranges par le haut. D'ailleurs, on fait le pullback et on fait des continuations haussières. Là, ce sera très intéressant puisqu'on pourra aller chercher des targets de 100 000, 130 000 $. Et vous comprenez bien que les stops, si on les met en dessous des 15 000 $, les ratios de 1 pour 1 sont complètement validés jusqu'aux 100 000 $ sans aucun problème. Donc je serai extrêmement patient, mais tes validations pour toi, hein, si tu es plutôt bull et tu penses que ça ne pourra pas aller en dessous des 30 000 $ ou en dessous des 35 000 $ ou en dessous des 40 000 $, hein, je reste complètement aligné par rapport à cette représentation. Pour moi, je n'ai pas la dernière confirmation, je n'ai pas encore résolu ce range par le haut tout simplement. Même s'il y a beaucoup de briques, notamment sur Ichimoku Kinkoyo, sur des time frames mensuels, qui sont très prometteuses. Mais ce sont des briques qu'on accumule en vue de renforcer un billet, qui soit boule ou qui soit bear. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Donc je suis foncièrement boule,
mais j'ai mes targets sur les 32 000 $ parce que j'ai énormément de confluence qui viendraient éventuellement la visiter, tout simplement, hein. Ni plus ni moins ça. Et je la jouerai personnellement. Et j'espère que vous en ferez de même si vous êtes des boules. Parce que si vous êtes bear, généralement, tous les rebonds seront faits pour être shortés. Et on se portera, nous, boules, contrepartie de votre narratif, tout simplement. Bon. Au niveau des catalyseurs, on va les reprendre ensemble, et vous avez raison, vous êtes très nombreux à avoir certaines confluences. Pour Alex, c'est planche à billets, les élections présidentielles, et tu me parles de Donald Trump, plutôt la gâchette facile au niveau de l'impression monétaire, et une réglementation plus favorable. Effectivement, c'est plutôt louable. Moi, je suis aussi pro-régulation, puisque l'adoption ne se fera pas sans régulation. En fait, ça n'existe pas dans nos sociétés modernes. S'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'adoption. Bah, c'est comme ça. Hein. Après, on peut éventuellement être des anarchistes psychologiques et cryptophiles anarchistes, mais on sera que entre nous et il n'y aura pas beaucoup d'adoption. Donc ce sera difficile pour le vendre aux boomers très implantés dans les sociétés. Il n'y a pas que les boomers, bien évidemment. Je parle de ça parce que ce sont les plus nombreux et ceux qui aujourd'hui capitalisent les plus grandes richesses sur la planète, ce sont les boomers. Nicolas, bah, c'est très simple. Il joue plutôt le momentum. Si on venait à casser les 50 000 $ et s'installer au-dessus des 50 000 $, le prix aurait une action de momentum. Et tu as tout à fait raison, puisque généralement, quand ça monte, bah, on achète. Et pourquoi on achète? Bah, parce que ça monte. Donc je m'inscris également dans cette logique-là. Actuellement, on est plutôt en train de se cristalliser. On est très polarisé. On est très catalysé par à la fois des billets boules et des billets verts. C'est clairement ce qui se passe au milieu de range. Et je m'inscris dans cette logique si on venait à résoudre potentiellement par le nord avec des installations concrètes au-dessus de ces ranges qu'on vient de voir précédemment. À ce moment-là, on pourrait avoir ce qu'on appelle des accélérations qui suit une acceptation. François, les ETF au niveau d'ETH, d'Ethereum, élection de Donald Trump également, et la détente du conflit, notamment en Ukraine et en Russie. J'ai presque envie de dire, dans la même logique, le désamorçage entre les tensions sino-américaines, entre la Chine, les États-Unis et notamment Taïwan. Et tu as également la détente de la SEC. Et ben c'est très drôle que tu me dises ça, François, au niveau de la détente de la SEC, puisque ce qu'on en a beaucoup entendu parler. La dernière fois que j'ai vu une news par rapport à Gangster, c'est qu'il devait rencontrer son homologue sud-coréen pour parler justement des ETF Bitcoin. Donc j'ai presque envie de dire que le verrou a été levé, le levier a été enclenché, et puis maintenant, il est plus dans son omerta vis-à-vis du Bitcoin, je parle. Bien évidemment, son discours n'a pas changé par rapport aux crypto-monnaies telles qu'elles sont constituées, mais il s'est clairement détendu, et honnêtement, il n'en fallait pas plus que des ETF au comptant Bitcoin acceptés par son institution pour pouvoir le détendre un peu, et finalement, est-ce que tout ça n'était pas un jeu de mise en scène plutôt bien orchestré pour pouvoir finalement nous empêcher de monter dans un bateau qui est déjà bien avancé. Dial, tu parles plutôt, toi, du côté de la crise immobilière, notamment en Chine. C'est intéressant ce que tu dis, ça fait depuis 2021, 2022 qu'on est empêtré dans cette crise, notamment avec Evergrande ou Country Garden. Et Evergrande, on a demandé sa liquidation. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés financiers l'ont complètement catalysé, l'ont complètement intégré? Je pense pas, personnellement, mais si tu parles par rapport à des risques systémiques interbancaires, par rapport à des banques qui seraient investies ou collatéralisées par rapport à Evergrande, je pense que toutes celles qui sont concernées, puisque c'est un sujet qu'on connaît et qu'on maîtrise, ça fait 2 ans qu'ils pouvaient bosser dessus, toutes les dettes ont été provisionnées. Donc, logiquement, ça apparaît déjà au bilan, si vous voulez, au niveau des provisions qui ont été faites. Donc, qui tombe, qui continue, qu'on le rend flou ou pas, finalement, il n'y aura pas vraiment d'incidence. Je parle réellement d'Evergrande. Après, peut-être qu'il y a des trucs sur le tapis qu'on ne connaît pas et ça pourrait éventuellement être un catalyseur. Et de ce catalyseur-là, toi, tu fais un rapprochement avec des ajouts de liquidité extrêmement massifs. Et tu as tout à fait raison qui a déjà commencé en Chine. C'est assez impressionnant. Si on regarde au niveau des flux, au niveau de la centrale banque, de la Banque centrale de Chine, waouh, on est passé en l'espace de quelques mois, on est passé de 40 à 46 milliards, 1000 milliards de dollars. Enfin, c'est beaucoup. Pour être tout à fait honnête, 40, c'est je ne sais plus combien de trillions de dollars. Bon, ça fait pas mal de pognon, quoi. Donc, très heureux de l'observer. Ils sont dans une situation plutôt déflationniste ici. Ils ont besoin de relancer leur croissance. On a besoin de relancer l'usine du monde. Sinon, il y aura des collatéraux plutôt néfastes dans le reste de la planète, notamment en commençant par l'Europe, en passant par des récessions, etc. Donc, en tout cas, ils ont pris le taureau par les cornes. Ça semble pas forcément fonctionner, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse le plus. C'est d'aller chercher, en fait, les points bas. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, si tu prends la Chine avec des taux d'intérêt qui sont complètement délirants, hein, parce qu'on parle de 3%. Et c'est pas délirant à la hausse, hein, c'est plutôt délirant à la baisse. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en Chine pendant les 20 dernières années. Les taux en Chine, c'était plus près de 6%, avec une croissance complètement folle. Ça suit la croissance. Et les croissances à 10, 12, 15, 20% pendant les 20 dernières années, on partait du principe que d'avoir des taux à 6%, ça revenait quasiment au même que d'avoir des taux ultra négatifs, si vous voulez, hein, par rapport à la situation économique du pays. Donc, à 3%, la question est de savoir, est-ce que on est sur le plateau? Et si on est sur le plateau bas, à ce moment-là, on va commencer à avoir un petit peu de vert au niveau notamment des indices chinois, en tout cas on l'espère, et de reprendre une bonne direction. Merci en tout cas pour ce catalyseur-là, puisqu'il est vrai que si on reprend par rapport au bull run de 2017, le catalyseur était des ajouts extrêmement massifs de liquidités, notamment du côté chinois et notamment européen, sur les marchés mondiaux et les économies mondiales, qui a clairement détendu la confiance des consommateurs. C'est le but du jeu, c'est détendre les investisseurs et détendre les consommateurs, et ça avait plutôt bien fonctionné à l'époque. Swissfil, tu parles également des ETF et de la confiance, voire de la prise de conscience par rapport à Bitcoin. En somme, toi tu joues plutôt une adoption rapide et une adoption massive. La confiance, à ce moment-là, je le reprends par rapport au catalyseur de Nicolas, ce sera le prix et le momentum. Plus il y aura des accélérations haussières, quels que soient les narratifs qu'on va pouvoir éventuellement regarder, à ce moment-là, le prix actionnera une adoption potentiellement massive. Donc de nouveaux spéculateurs, on pourrait presque les appeler comme ça, voire utilisateurs dans des pays respectifs. Et c'est clairement ce qui pourrait accélérer. Et là, on parle encore, et ça revient notamment sur le momentum. Samuel, tu dis de l'ajout de liquidité, de financement pour le refinancement par rapport à la dette US. Tu as raison également. À un moment donné, il y aura besoin de refinancement de la dette au niveau de mars, c'est le deuxième quarter 2024. On sait qu'il y a 2000 milliards de dollars à refinancer, donc ça ne se voit pas tout de suite au niveau de l'économie, mais généralement on en imprime beaucoup plus que de raison, et il y a une partie qui est déversée dans l'économie pour pouvoir la soutenir. Quitte à faire passer des plans de refinancement, autant le faire aussi pour les entreprises, et ça permet en fait de donner des grosses bouffée d'oxygène pour, encore une fois, détendre le consommateur, détendre le prix, détendre la confiance et pour pouvoir redonner un petit peu d'espoir finalement. Et c'est comme ça qu'on joue dans une économie respective. C'est qu'on est des fournisseurs d'espoir. Et à chaque fois qu'on parle de bank run, à chaque fois qu'on parle de récession, à chaque fois qu'on parle de crise bancaire, vous avez tous les ministres qui disent non, confiance. Parce que s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Et c'est le chacun pour soi. Donc c'est clairement le truc qu'il faut éviter à tout prix. Et je ne me souhaite pas et je ne nous souhaite pas de vivre dans un état de non-loi, bien évidemment. Mathieu, honnêtement, propre et limpide, pivot de la Fed, ajout de liquidité, taux bas, et en avant Guingamp, donc on arrivera plutôt sur un plateau. Et donc c'est plutôt un retardement parce qu'actuellement on y est loin au niveau du pivot de la Fed, jusqu'à preuve du contraire. Ce sera presque peut-être pas au niveau de mars 2024 alors que beaucoup l'attendaient, et aujourd'hui on est plutôt sur pas mars mais je sais plus quand, avril ou avril-mai, je crois 2000, je sais plus combien, je sais plus, c'était mais ouais, c'est ça, le 01-05 2024 pour le premier pivot de la Fed de 0,25 points. Il y a José qui nous a parlé, comme ça permet de me donner une transition naturelle au niveau du pivot de la Fed. La Fed prévoit 3 baisses actuellement. 3 baisses en 2024. Ok, on s'inscrit dans cette logique. Mais ces 3 baisses, la question c'est à combien on finit à la fin de l'année? C'est pas compliqué, vous l'avez sous les yeux. Donc vous prenez ce qui est en train d'être fait actuellement, donc on est à 5,25, 5,50. Et au niveau de ces baisses, donc ici on aurait 1, 2, 3, 4, 5. Mais lui il parle de 3, enfin Jérôme Powell parlerait de 3, pour se retrouver à 4, 4, 4,25. En somme, on baisserait les taux de 3 fois 0,50 points. Ça, c'est ce qui est actuellement pricé par le marché. D'ici la fin de l'année 2024, de se retrouver à 4%. Ce qui est déjà très haut par rapport à ce qu'on avait déjà vécu en fait pendant les 10 dernières années, évidemment. Mais partez du principe que si ce n'est pas 1,5 points sur toute l'année 2024, c'est peut-être 0,75. C'est-à-dire qu'il y aurait 3 diminutions de 0,25 points. À ce moment-là, le marché ne l'a pas pricé, en tout cas ne l'a pas anticipé. Autre chose, si c'est pas 3 fois 0,25, mais 3 fois 0,75 ou 3 fois 1, ça veut dire qu'on passerait de 5,25 à moins 1, moins 1, moins 1. Donc on ne serait plus à 4,20, mais on serait à 3,25 ou 3. Ça, à ce moment-là, ce serait plutôt catalysé, pas forcément de façon de bon augure sur du très court terme, puisque généralement, ça veut dire que les anticipations n'avaient pas été bonnes. Et généralement,
la Fed est contrainte de diminuer plus rapidement et plus fortement ses taux, c'est bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé ou qui s'est grippé au niveau du système économique, au niveau du système de financement, pas forcément économique, mais quelque chose qui a pété dans l'économie. Donc c'est pas forcément de bon augure, mais sur du moyen terme, à ce moment-là, ce sont des belles opportunités. Et c'est donc dans cet esprit-là et dans cette logique-là que je viens sur cette moralité par rapport à cette vidéo. Et puis, merci infiniment pour tous ces commentaires extrêmement qualitatifs vis-à-vis d'un anniversaire un petit peu néfaste qu'il y avait eu sur les marchés financiers. C'était le crack Covid de mars 2020, donc du 12 mars ou 13 mars 2020. Et on avait perdu 60% de valorisation, à peu près, de capitalisation au niveau de Bitcoin en l'espace de 2 semaines. Voilà. Donc grosso modo, on est actuellement ici, par rapport à l'halving, c'est vraiment 10 semaines avant l'halving, et on perdait 60% sur la mèche basse ici pour aller chercher toute la liquidité sur le dernier déséquilibre de marché. On n'était pas allé chercher le petit gap CME qui se trouve là. Alors, certains diront que sur certains échangeurs, il a été validé, mais il faut regarder le CME. On s'en fiche si c'est passé un petit peu plus bas. Sur quelques échangeurs, on est passé vraiment bas des bottoms de marché. Mais c'est plutôt le CME qui compte ici par rapport au gap CME, puisque c'est directement corrélé. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. Il y avait un fort catalyseur, et j'aimerais vous remettre et vous replonger dans ce catalyseur-là, ou dans ce narratif-là par rapport au Covid, qui était déjà connu à ce moment-là. Le Covid, je vous rappelle, on en avait déjà parlé au mois de novembre. Au novembre, on le savait. Novembre 2019, on le savait. Donc, novembre, après décembre, et là, on avait notre ministre de la Santé qui disait « c'est bon, c'est contrôlé, ça viendra jamais en Europe et encore moins en France ». Et puis finalement, fin décembre, on en a en Italie, puis en Espagne. Puis vous avez compris que ça a commencé à s'enclencher. Et de mars, ça commençait à prendre des proportions assez inattendues. Et il y avait eu un sell-off généralisé de deleverage complet, notamment au niveau des cryptoactifs. Et c'était 7 fois moins important par rapport aux dérivatifs qu'il y avait actuellement sur les marchés. Donc si on parlait de à peu près 1 à 1,5 milliard aujourd'hui, on parle plutôt des 8-9 milliards de leverage actuellement sur les marchés. Donc ce ne sera pas très différent au niveau du sell-off si on décidait d'aller nettoyer tout le monde. Et c'est à peu près ça. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ce type de narratif est possible? Est-ce que actuellement vous percevez quelque chose qui est connu? Et on peut parler par exemple à la crise immobilière chinoise. Moi je vous dirigerai aussi de faire quelques recherches du côté du Japon, qui est considéré aujourd'hui comme une des plus grosses bombes à retardement de l'économie mondiale. On peut parler aussi de l'envenimement au niveau des conflits sino-américains par rapport à l'invasion de Taïwan, parce que c'est quelque chose qu'on pressent. Il y a des exercices militaires qui se renforcent mois après mois, semaine après semaine. Est-ce qu'ils vont passer à l'action? Est-ce qu'il y aurait un catalyseur très fort par rapport au marché financier, ou en tout cas un déséquilibre ou une perte de confiance généralisée qui pourrait catalyser des baisses plus ou moins importantes, peut-être pas aussi importantes que le Covid, mais pourquoi pas importantes? Est-ce que peut-être que l'usage d'une bombe H ou une bombe atomique sur le sol ukrainien serait dévastateur pour la coalition mondiale, etc., etc. Dès lors, dans cette logique-là, je vous propose, si on reste boule foncièrement dans des flux parfaitement maîtrisé, et on ne peut pas dire que c'est ce qu'on est en train d'observer sur Bitcoin, si on suit carrément la cyclicité des marchés financiers. Et si on se replonge en 2015, il n'y a pas eu vraiment de gros sell-off, honnêtement, c'était plutôt extrêmement limité. On reviendrait très proche probablement des 32 000 $ si on faisait exactement la même fractale qu'on avait fait en 2015. Bon, allez, jamais 203 comme on dit, donc on peut éventuellement y tenir. Mais ça ne veut pas dire que je vends maintenant pour acheter 7 000 $ moins cher. C'est pas du tout cohérent. Ce serait presque irrationnel. Donc dans cette logique-là, je vous demande de mettre des catalyseurs pour essayer de trouver des billets contrariens pour les boules ici, et pourquoi pas donner aussi la parole aux bears, puisque on est tous dans le même bateau. L'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner, qui pourrait catalyser une correction, pas forcément sévère, mais une correction soutenue sur les marchés financiers, en commençant par les indices boursiers, et qui viendrait par réplique évidemment se confronter au secteur cryptoactif. Je vous en parle également par rapport à ce magnifique sell-off qui s'était passé en mars 2020. On l'a vu arriver fort au niveau des marchés financiers et au niveau des indices boursiers. Regardez-le comme suit. Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant, c'est juste que c'était une fractale par rapport à l'halving. Donc ça peut très bien se passer après, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on avait extrêmement et fortement décroché, alors qu'on était sur des nouveaux sommets, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ça grainait, et d'un coup vous avez un énorme sell-off. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand vous avez le marché qui perd 11% en 2 jours,
au niveau des indices boursiers, surtout quand le momentum est extrêmement fort, partez du principe que le collatéral est extrêmement puissant. Quand vous avez un momentum fort et que d'un seul coup, vous avez un énorme sell-off de plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents en l'espace de quelques jours, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans la dynamique interne. Et le S&P 500 nous l'a donné quelques jours avant que Bitcoin. Donc ça peut être aussi quelque chose à observer, à regarder. Maintenant, au niveau de la situation actuelle, sans pour autant avoir cette prémonition catalysante par rapport à un sell-off généralisé sur les marchés financiers, mais on peut parler de l'immobilier chinois, on peut parler des conflits sino, on peut parler, généralement les années électorales, c'est plutôt de bon augure, hein. Rappelez-vous, par rapport à la fin du mandat de Donald Trump et Joe Biden, c'est plutôt propice. Et puis finalement, on se prend des sacrées douilles, entre guillemets, dans la tronche. Donc il faut faire quand même relativement attention à ça. Mais ce serait vraiment intéressant d'avoir ces catalyseurs-là pour voir éventuellement si on ne serait pas passé à côté de quelque chose. Et à ce moment-là, il faudrait aller regarder un petit peu sur pas forcément des news, mais des analystes, d'économistes. Vous pouvez aller voir du Fitch, Schmidt, je ne sais plus comment il s'appelle, le père Mabert, ou Michael Burry par exemple. Allez regarder un petit peu quelques écrits de Michael Burry pour voir où est-ce qu'il en est par rapport à ses options de 3 milliards de dollars qu'il avait fait sur le S&P 500. Actuellement, il semblerait qu'il les a soldés, hein, évidemment, mais techniquement, il avait peut-être des idées derrière la tête et il est peut-être encore dans son narratif. Regardez aussi du côté de Ray Dalio, par exemple, ça peut être aussi intéressant, même s'il est beaucoup plus long-termiste, de voir si, à très court terme, il voit des choses peut-être qui sont en train de se gripper dans les Ding and Dan pour essayer d'alimenter, soit de réfuter, soit de renforcer des billets qu'on peut avoir, et certainement contrariens, pour prendre les meilleures décisions possibles, et surtout ne pas FOMO, ne pas prendre des décisions émotionnelles, pour finalement se retrouver à vendre moins cher, alors qu'on avait finalement raison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Par rapport à ces catalyseurs plutôt baissiers ici, on en reparle jeudi, et on fera quelques petites cryptos des membres, puisque j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont actuellement passées un petit peu inaperçues, notamment du côté de la GameFi, notamment du côté des oracles, notamment du côté qui peut être extrêmement intéressant sur les toutes petites capitalisations, qui ont réellement des arguments extrêmement bons, et j'aimerais vous en parler, on en reparle jeudi.